Donc, à la demande de tout un tas de personnes, donc je vais vous faire une petite présentation à l'écoute des CubeSats. Donc, c'est bien à l'écoute, hein, c'est pas du trafic sur les CubeSats. Donc, il y a des CubeSats où il y a des transpondeurs, mais c'est pas, c'est c'est pas moi qui vous en parle, enfin, on vous en parlerai pas parce que je trafique très peu. Donc, donc on va faire un petit peu d'histoire pour commencer. Donc, le premier satellite, 1957, Sputnik. Donc, c'est la photo qu'on voit en bas. Hein? Oui, en bas à gauche. Donc, c'était une sphère avec quatre antennes. Et puis, quand il y a eu les 40 ans, donc il y a Gérard, F6FAO, donc c'était un gars qui travaillait au CNRS. Il a refabriqué une copie du, du Sputnik, mais à l'échelle 1/4. Et elle a été, donc elle l'a envoyée donc à l'époque, non, non, c'était déjà peut-être déjà la Russie. Et donc, elle est montée avec une fusée Soyouz sur la station Mir. Et ils ont profité d'une sortie extravéhiculaire pour l'envoyer. Et c'était RS-17. Le premier, il n'était pas sur 20 mégas, il était pas sur 144. Non, non, il n'était pas sur 144. Oui, c'était des basses fréquences. Oui, 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 en des cas. Oui. Quel diamètre il faisait le Mais moi, j'ai vu à l'échelle 1/4. Je pense que la balle, le vrai Sputnik, il devait faire au moins 1 mètre de diamètre. Je pense, hein, parce que celle qu'il avait faite, là, Gérard, c'est. Enfin, je sais pas, non, ça vous dirait, vous ne l'avez pas connu. Enfin, c'était un mec, c'est extraordinaire. Enfin, il est décédé brusquement. Donc, le premier satellite radio-amateur, bah, ça a été rapide, hein. C'est en 61. Donc, et c'était Oscar 1, donc c'est là qu'a commencé la série des Oscars. Donc, il a fait 312 orbites en un mois, 140 milliwatts en 2 mètres, en C double, et bon, il a envoyé HI en permanence. Première liaison, donc la liaison entre deux radios amateurs, donc le 10 mars 65. Voilà. On va bientôt fêter les 60 ans. Donc, entre Hans, HB9RG, et Alphonse, DL6EZA. Donc, c'était via Oscar 3. Donc, Oscar 3, attends, non, non, oui, là-bas, c'est que j'ai mis là-bas, le petit satellite, c'est Oscar 1, donc Sputnik et Oscar 1, les photos. Voilà. J'ai pas de photos de Oscar 3. Alors, qu'est-ce qu'un CubeSat? Donc, un CubeSat, c'est un petit satellite et donc composé de une à plusieurs unités de 10 cm au cube. Donc, celui du Radio Club, c'est un CubeSat de une unité. C'est 10 par 10 par 10. C'est dans la main. Voilà, bien dans la main. Donc, sur le satellite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc des panneaux solaires pour l'alimenter et puis des antennes. Ça, c'est ce qu'on voit. Après, à l'intérieur, donc, on va avoir une batterie d'accumulateur. Donc, pour les périodes où le satellite est en éclipse. Il est caché derrière la Terre. Après, donc, on a un émetteur et récepteur, ou d'autres, même, il y a même qu'un émetteur. Il y en a, il y a des petits satellites, là, je vais en parler à la fin, là, un demi-U ou un tiers de U.
Là-dedans, il n'y a qu'un émetteur. Il y a un ordinateur de bord qui va faire la gestion donc, des périphériques, hein, donc gestion de l'alimentation, de l'émetteur et tout ça. Et puis, comme c'est fait généralement par des écoles ou des universités, il y a des expériences. Donc, la plus simple, bah, c'est la prise de vue. Prise de vue à plus ou moins haute définition. Et puis, il y en a avec il y en a aussi avec des capteurs de mesure de bruit, mesure de l'hydrogène, enfin, donc, c'est une sorte d'expérience. Mesure de bruit là-haut. Oui, le bruit solaire. Électronique. Le bruit, bruit électronique. le bruit électronique. Normalement, dans le lit. Oui, oui, oui. Donc, là, la plupart des CubeSats, bah, c'est des écoles, des grandes écoles. Il y a aussi on appelle ça des clubs, mais c'est plus rare, hein. Il y en a très peu. Par exemple, il n'y a pas en France, il n'y a pas enfin, ceux qui en font c'est pas des clubs radio. C'est une école. À l'intérieur de l'école, il y a un radio club, mais c'est pas le radio club qui le fabrique. Parce que bon, il y a quand même, ça demande quand même un certain niveau de technique. Bon, ça, j'en doute pas, qu'on est capable de les faire, hein. Et après, il y a toute la validation. Et avec, là, il faut avoir des moyens de labo que les clubs n'ont pas. Notamment, il y a des passages sur les pots vibrants. Donc, ça, c'est compliqué, hein. Et, il faudrait faire une bonne figure. Hein. oui, voilà. Attention, hein. Donc là, actuellement, la mode, c'est aussi d'envoyer des picosatellites. Donc, ils sont de un demi-U ou même un tiers de U. Et puis maintenant, on trouve aussi des nouveaux satellites qu'on appelle des pocket cubes. Donc, comment ils sont envoyés? Bah, ils sont envoyés par des fusées ou depuis la station ISS. Mais comme dans les fusées, il y a généralement il reste toujours un peu de place. Donc, la place, elle est donnée par l'entreprise qui lance les fusées, elle donne la place. Il y en a même qui profitent de la fusée et ils sont accrochés à un étage de la fusée. Enfin, donc, au dernier étage de la fusée, ils sont accrochés. Et puis, quand ça arrive en haut, donc la coiffe, elle s'en va, hein. Une fois que le satellite il a passé toutes les couches de l'atmosphère, il n'y a plus d'échauffement, hein. Il n'y a plus d'atmosphère. Donc la coiffe, elle est expédiée, et puis donc à ce moment-là, le satellite, il redescend avec la coiffe. Donc généralement, la durée de vie, c'est quelques jours. Et après, il se détruit à la rentrée. Ouais, ouais. Donc, maintenant, je vais vous parler des orbites. Donc, il y a plusieurs orbites. Donc, les CubeSats, on les trouve en orbite basse, généralement, entre 200 et 2000 km. Donc, la période orbitale, c'est 90 minutes. C'est-à-dire qu'il repasse toujours par le niveau de l'équateur, toutes les 90 minutes. Après, on a ceux qui sont en orbite intermédiaire. Donc là, la période orbitale, elle est de 6 heures. Après, on a les orbites elliptiques. Donc là, la période orbitale, elle est de 12 heures. Après, on a les géostationnaires. Donc là, la période orbitale, elle est de 24 heures, mais donc nous, on ne les voit pas parce que comme ils sont à 36 000 km, hein,
Donc, on a l'impression qu'il reste fixe. Et puis, on a les satellites donc à orbite polaire. Donc, là, c'est 100 minutes. Donc, là, prochainement, il va y avoir une fusée qui va être envoyée en orbite polaire. Donc, à l'intérieur, il va y avoir 4 astronautes. Et l'expédition, elle s'appelle Fram 2. Et donc, en même temps qu'ils vont tourner en orbite polaire, ils vont aussi émettre de la SSTV. Et donc, il y a des pour les jeunes radioamateurs, les IOTA, l'AMSAT, elle a constitué des teams et il va y avoir un rébus qui va être envoyé en SSTV et ils vont devoir reconstituer le rébus. Donc, on a un membre du Radio Club qui fait partie d'une team, c'est Jules. L'orbite polaire, ça consiste à envoyer d'un pôle à l'autre. Oui. Voilà, on les voit là. Donc, là, on a les orbites inclinées. Donc, ça, c'est la majorité des satellites qu'on voit. Après, il y a l'orbite polaire. Donc, après, on a l'orbite équatoriale. C'est celle de l'ISS. L'ISS, elle tourne toujours autour de l'équateur. Et puis après, on a l'orbite rétrograde. Donc, quand ça passe dans l'autre sens. Donc, nous les satellites, CubeSat qu'on écoute, la plupart, ils sont en orbite basse. Donc, on les voit passer tous les jours. Donc, à peu près, enfin, donc, ça se décale dans le temps, hein, légèrement. Et donc, par exemple, là, le matin, donc ceux les derniers là, qui ont été envoyés par les Russes, là, donc ils passent le matin entre 8 heures et 10 heures le matin, et ils repassent entre 20 heures et 22 heures le soir. On les voit optiquement? Ah ben non, ils sont pas 10 cm, tu ne peux pas les voir. On les entend. Leur durée de vie, ça dépend. Hein? Leur durée de vie? Ben, là, il faut compter plusieurs années. Plusieurs années, Oui. Ah oui, quand même. Oui. Donc, on a eu, donc, au niveau ça, c'est la majorité des satellites radioamateurs, ils sont en orbite basse. On a eu un satellite en orbite intermédiaire, donc c'était Green Cube, et malheureusement, il a été détruit par une éruption solaire. Ça veut dire que c'est 2000 km? Oui. Il était à combien? Non, en plus. Il était à 8000 km. Tu as marqué 2014, c'est 2000, hein, c'est ça? De 2000, oui. Ouais. 2000 à... Oui. 2000. C'est uniquement l'énergie qui l'a grillé. Oui. Je ne sais pas. Il n'aimait plus. Moi, j'ai une question à poser. Quand ils lâchent un satellite, ils ne peuvent pas l'envoyer à la vitesse. Est-ce que ça tourne à quelle vitesse? 35 km/h, non? Un satellite, à peu près. Ben, ça dépend de l'orbite. Ça dépend de l'orbite. Mais comment ils font pour atteindre cette vitesse? C'est la Terre qui est. C'est le propulseur. Il faut une fois qu'il est envoyé, il a. Ah oui, il garde la même vitesse que le propulseur. Ah oui. Oui, d'accord. Et après, même s'il n'y a pas d'atmosphère, le vide, enfin là où il est, dans le vide intersidéral, il y a quand même des frottements. Donc, il se ralentit. Hein? Oui. Et donc, à un moment donné, il va tomber. C'est pour ça que l'ISS, elle est de temps en temps, ils envoient on appelle ça, à chaque fois qu'ils envoient un cargo, dans le cargo, il y a un moteur. Et donc, le cargo, il remonte l'ISS. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Ah oui, d'accord. Le cargo, il a poussé le. Oui. D'accord.
Alors, c'était lancé qu'il y a une satellite qui était accrochée à la fusée. Oui, Et donc, tu as le premier étage, le deuxième étage, le oui, troisième étage. oui, Donc, aller au troisième étage. oui, 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 Ok, donc lorsqu'il le lâche, il est déjà en vitesse orbitale. ah oui. Ah oui, oui, il est là, D'accord, ok. oui, oui, oui. Justement, Ouais. je me posais la question tout à l'heure. Je me C'est disais, pour oui, ça comment que il fait pour tourner? les débats, c'est pour ça qu'il y a plein de débats. Oui, bah, ça, Donc, donc la plupart des CubeSats, ils émettent en UHF. Donc, entre 400 et 440 mégas. Alors, comment on appelle ça? Pourquoi? Parce que ben, ça pose des antennes. Euh, les antennes, s'ils émettaient, pour émettre en VHF, il faudrait qu'ils aient ben, une antenne enfin, 50 cm. C'est pas très facile. Alors, pour les écouter, il faut au minimum une antenne omnidirectionnelle. Donc, type QFH, 8 bitter, on verra les antennes. Oui, oui, il faut absolument un préampli. Parce que là, si en VHF, il n'y a pas besoin de préampli, là en UHF, c'est obligatoire. Donc, je m'en suis rendu compte parce que moi, je recevais, et j'avais un préampli, mais qui n'était pas terrible, qui était de ma fabrication. Et Stéphane, il m'a prêté un, un préampli SSB, et je peux vous dire que là, j'ai vu la différence. Donc, il faut une clé SDR. Alors, pourquoi il vaut mieux faire avec un SDR? C'est parce que vous allez voir le spectre, hein, donc la bande passante, alors que quand on a un récepteur ordinaire, on n'entend pas la bande passante. C'est pas pratique. Et puis, il faut un ordi. Donc, moi, à la maison, pour faire mes écoutes, donc j'ai une antenne Egbeater, j'ai une antenne Yagi, donc une 7 éléments. Et ça, c'est quand il fait beau, je me mets dans le jardin et puis bah, j'écoute avec mon antenne, avec que je tiens à la main et que je suis la poursuite. Donc, j'ai un préampli SSB électronique, un prêt. Comme SDR, j'ai un ADAL Pluto qui est piloté par un GPSDO. Donc, l'ADAL Pluto, bah, c'est un récepteur SDR. Et puis, le GPSDO, c'est ce qui me fait l'horloge. C'est une horloge de précision qui est pilotée par un GPS. Et puis, j'ai un PC qui est sous Linux. Donc, mon antenne 8-bitter, c'est une que j'ai fabriquée que j'ai fabriquée. Et j'ai. Hein? La photo? Oui, oui, oui. Mais je l'avais amené une fois, je ne sais pas si tu te rappelles. Non. Donc, cette antenne, elle a été décrite par ON6WG. Donc, c'est deux boucles donc, en onde entière. Donc, une boucle, elle fait 100 ohms. Donc, quand on les met en parallèle, bah, 2 fois 100 ohms, parallèle, ça fait 50 ohms. C'est pratique. Et donc, il y a, pour les déphaser, pour qu'elles soient en polar circulaire, je les ai déphasées donc avec un quart d'onde. Donc, pour trouver des quarts d'onde de 100 ohms, c'est pas pratique. Et donc, en fait, l'ami la ON6WG, il a, il a donné comme solution, c'est de mettre deux câbles, deux quarts d'onde de 50 ohms en parallèle. Et donc, ça fait le déphasage d'une boucle. À l'autre bout, là, du côté de C et D. Donc, bon, on ne voit pas très bien, mais bon, sur, sur le modèle original, on voit là, sur la photo de droite,
on voit la ligne de déphasage. Donc la ligne de déphasage, pour être sûr que ça tombe pile poil, bah, je l'ai fait au nano VNA. Hein. Donc j'ai fait le quart d'onde, et puis j'ai mis mon nano VNA en route, et puis bah, j'ai regardé où est-ce qu'était le pic. Hein. Et puis bah, comme on faisait dans le temps avec le Green hein. Donc bon, là c'est encore plus facile. Et puis bah, j'ai coupé, et puis au moment où j'ai vu que ça tombait sur 435 mégas, bah, j'ai arrêté. Et puis donc là on voit on voit on appelle ça une copie d'écran là du nano VNA. Donc on voit que la courbe elle est à peu près plate de 400 à 440 mégas, c'est tout plat. Au niveau du plan de masse, donc moi j'ai fait que des radians, mais il y en a plein qui mettent des radians et puis après ils mettent un petit grillage comme on met dans les garde-manger. Voilà. 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 Si, 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 oui, oui, si, si. Ouais, on en trouve toujours. Ouais. Voilà. Oui, ou de la moustiquaire. Voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas fait, mais ça marche très bien. Alors, les logiciels. Donc, il faut absolument un logiciel de suivi des satellites. Donc, j'ai Predict donc, sous Linux, Orbitron sous Windows. Après, il faut un logiciel de réception. Donc, moi, je vous conseille SDR++, parce qu'il est simple d'utilisation et il est fonctionnel, il est compréhensible par tout le monde. Donc, après, il y a SDR Console, mais c'est bien, mais c'est une vraie usine à gaz. Je ne le trouve pas adapté. Donc, après, pour les modes, donc il y a les modems, ce que vous allez voir, il va falloir décoder la télémétrie. Donc là, c'est un Ukrainien, il a fait ça s'appelle sous-modem. Donc le décodage, il faut des logiciels de décodage des télémesures. Donc là, autant de SAT, autant de logiciels. Donc comme ça, là, vous êtes tranquille. Pour la SSTV, donc sous Linux, il y a QSSTV, où il y a multi-PSK, il y en a pléthore. MMCSTV, voilà. Ionic, voilà. Donc, après, pour avoir les informations. Ionic, ça en français? Non. Les Espagnols. Après, il faut suivre les réseaux sociaux. Donc, Twitter, Telegram, Discord. Et puis après, donc, il y a surtout partager les infos. Il y a des satellites qui sont envoyés, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été mis en route. Donc, il faut absolument suivre ça. Donc, après, une fois qu'on a le logiciel, eh ben, il faut trouver les éléments clépériens. Donc, plusieurs sources. Hein, donc, la plus connue, c'est Selectrac. Maintenant, il y a Satnog aussi. Donc, c'est un Satnog. Je lui avais fait déjà une présentation de Satnog. Hein. C'est donc c'est en Grèce. Donc, il y a un serveur et puis où on peut télécharger les TLE. L'AMSAT aussi en fait. Et puis, pour les satellites russes, donc il y a RK-UAB, lui, il tient à jour les TLE des CubeSat. Des CubeSat. Donc, oui, oui. Ouais. Donc, les éléments keplériens, donc ça vient de Kepler. Donc, j'ai mis un lien là. C'est un téléfilm qui a été. Ah oui. Oui, oui, oui. Moi, je vous conseille, c'est de le regarder. Oui. Et donc, ça raconte la vie de Kepler. Sur YouTube maintenant, il est sur YouTube. Ouais.
il n'est plus accessible sur Arte, mais enfin, il est plus accessible sur Arte Télévision, mais il est accessible sur le YouTube de Arte. D'accord. C'est voilà, enfin, je veux dire, c'est très intéressant que ça raconte la vie de Kepler. Ça raconte aussi donc bon, c'était un religieux, hein, entre guillemets religieux. Ce qu'il vivait en fait avec une dame. Oui, oui. Et donc oui, oui, oui. Et il y avait il avait comment on appelle ça, un disciple. Non, 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 non. Parce qu'en fait, oui, oui, voilà. Et s'il n'y avait pas eu le disciple, eh ben, il n'y aurait pas eu, de Kepler. Parce que c'est le disciple qui lui imposait d'écrire. d'écrire. Franchement, c'est très, très intéressant. Donc, les éléments keplériens, ils se composent de 3 lignes. Donc, de la ligne 0, là, en fait, c'est le nom du satellite. Donc, les satellites, ils peuvent avoir 1, 2 ou 3 noms. Donc, par exemple, RS-40S, il est connu aussi sous le nom de MKA1. Sur la ligne 1 et 2, elles sont composées de 69 caractères. C'est pour les données. Donc, par exemple, le premier chiffre qu'on voit là, donc 5772, c'est le numéro du satellite, c'est le numéro NORAD. C'est par là qu'on connaît les satellites. Et quand vous faites la programmation de vos satellites dans GPredict, par exemple, des fois vous tapez le nom et vous ne le retrouvez pas. Mais si vous tapez le numéro NORAD, et bien là, vous allez retrouver. Parce qu'en fonction des éléments keplériens, le nom, il est différent. Alors que le numéro de satellite, eh ben, il est unique. Une fois qu'il a été attribué, il ne sera plus jamais attribué. Alors, il faut savoir, c'est que les satellites, tant qu'on n'est pas sûr qu'ils soient sur une orbite stable, on leur donne un numéro provisoire. Donc, c'est un numéro qui commence par un 9. Donc, tant que vous voyez un satellite avec un numéro 9 et quelque chose, c'est-à-dire qu'il est en numéro provisoire. Donc, là, vous verrez, bon, je vous ai mis, il y a des liens, il y a des liens, vous verrez, donc je vous ai mis le lien qui va vers le Wikipédia des éléments clépériens, qui explique plus en longueur, mais bon, ça sert à rien que je rentre dans les détails. Oui, oui, ça sera en ligne. Oui. Sur le site du Radio Club. Oui. Alors, là, je vais vous parler de GPredict parce que je trouve que j'en ai testé un paquet, c'est quand même le mieux. Que ça soit, enfin bon, en plus de ça, GPredict, il est et sous Linux et sous Windows. Donc, il y a un outil qui est très, très pratique, ça s'appelle le ciel d'un coup d'œil. Donc, quand vous cliquez dessus, eh ben, vous avez tous les satellites pendant les quelques heures qui vont suivre. Et puis, donc, comme ça, on voit les satellites qui sont. Après, c'est à vous de choisir les satellites qui sont plus ou moins intéressants. Que bon, il y a des satellites, par exemple, maintenant, il y a Zimzasat, là, le premier que vous voyez là-haut. Ben, le satellite, il émet plus que de la télémétrie. Avant, il envoyait de la SSTV. Voilà, c'était un peu rigolo. Donc, quand ils envoient que de la télémétrie, au bout d'un moment, c'est plus très intéressant. C'est l'équivalent de l'update. Oui, c'est ça. Voilà. Après, donc, vous avez le détail du passage. Donc, ça vous montre donc l'AOS, le début du passage, la fin du passage, et puis ça vous donne l'élévation et par où ça passe. Donc, par exemple, quand moi je vais dans mon jardin,
eh ben, j'utilise ça parce que c'est avec ça que je vais pouvoir, avec mon antenne, je suis le satellite. Voilà. Donc le AOS, bah, ça veut dire donc c'est le début de l'acquisition, et puis l'AOS, c'est la fin du passage, c'est la perte du passage. Donc l'AOS l'AOS et le LOS, ils dépendent aussi de votre dégagement. Quoi? Acquisition, signal et... C'est marqué. Et l'os. Ouais, l'os. Je l'ai mis là. Oui. Et puis tu as le TCA. Ah bon? C'est quoi le TCA? C'est le temps d'approche. Hein? Le moment où il est plus proche. Oui, oui. C'est au sommet, voilà, pour toi. Voilà. Donc, évidemment que l'AOS et l'AOS, ils dépendent de la configuration, ouais, l'apogée, du dégagement de vos aériens. Bon, moi, à la maison, bah, malheureusement, il y a eu des constructions et bah, j'ai perdu 10 degrés à peu près. J'ai perdu 10 côté est. Côté est, j'ai perdu 10 degrés et côté ouest, un peu plus. Bah, oui, en UHF, oui. Ouais. Ouais. Pas trop. Ouais. Donc, après, vous verrez bien avec l'expérience. Bon, par exemple, un satellite, si vous avez moi, il y a des satellites à 15 degrés ou 16 degrés, ça ne sert à rien. Je ne les entends pas. Même au TCA, il faut que j'ai. Moi, je commence à écouter que si au TCA, c'est à 40, entre 30 et 40 degrés à la maison. En dessous de 30 degrés de TCA, j'écoute pas. Ça ne sert à rien. Là, dans ton schéma, au plus près, il passe à quoi? 60 degrés, c'est ça? Les cercles, c'est. Oui. Le centre, c'est 90, c'est-à-dire. 90, il est au-dessus de la maison. 60, 30. Voilà. Donc, ça va vous permettre de choisir. Ça va vous permettre de choisir les satellites à écouter. Tout n'est pas écoutable. Hein. Yeah. Oh, oui. Alors, donc, une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a déterminé le satellite, les logiciels, comme j'ai prédit, ils servent aussi à contrer l'effet Doppler. Donc, en VHF, par exemple sur l'ISS, l'effet Doppler, il est pratiquement nul. Vous pouvez laisser à 145-800, entre 805, enfin, donc normalement à l'AOS il est à 805, il est à 802. Hein, voilà. Donc moi, je le laisse sur 145-800, ça marche sans problème. Par contre, en UHF, là, c'est pas la même chose. Hein. Là, il faut absolument avoir un système qui va jouer sur la réception. Donc là, bah, par exemple, je vous ai mis sur on a l'AOS, on a donc le TCA, donc ça c'est au milieu, et ça c'est la fréquence qui vous est donnée de réception. Donc il y a entre l'AOS et le LOS, bon, on voit qu'il y a quelques kilohertz et comme vous allez voir qu'on va parler de télémétrie, donc il faut être pile poil centré dessus. Il y a un logiciel qui s'appelle SDR Angel. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est assez compliqué à utiliser. Et lui, SDR Angel, il a c'est un logiciel avec des briques. Et donc, dans ce logiciel-là, il y a une brique qui s'appelle suivi
suivi des satellites et qui fait la compensation automatique de l'effet Doppler. Si vous utilisez gpredict, gpredict, il faudra le programmer pour qu'il vienne commander votre SDR. Donc, l'ami Christian Doppler, il est là, 1804-1853, mort très jeune. Et donc, c'est lui qui a mis, qui a découvert l'effet qui porte son nom. Là, il y a une parle de Doppler Fizeau. Ah. Fizeau, c'est son copain, c'est qui? On parle de l'effet Doppler Fizeau. Fizeau? Ah, je ne sais pas. Alors, vous verrez aussi, il faut aussi, quand on va faire l'écoute du CubeSat, donc c'est pour ça qu'il faut prendre un SDR, c'est que il y a quand même un décalage, il y a toujours un petit décalage entre la fréquence que nous on affiche sur notre SDR et la fréquence de réception. Il y a, non, à cause des horloges. On a beau avoir des horloges précises, les deux horloges, elles sont pas horloges qui pilotent les VCO. Ouais. Voilà. Et ces quelques centaines de hertz font que on ne puisse pas recevoir la télémétrie correctement. Alors, les CubeSat, ils émettent beaucoup de télémétrie, un petit peu de SSTV, et puis un peu d'images autres que la SSTV. Donc, le plus connu, c'est pas un CubeSat, mais il y en a qui émettent, il y a des satellites, des CubeSat qui émettent donc en AFSK. Donc, l'AFSK, c'est le paquet. Donc, un qu'on peut essayer pour régler son émetteur, donc c'est ISS. ISS, elle a en VHF, elle émet, donc elle a une voie PRS qui émet en permanence, pratiquement en permanence. Il y a le transpondeur, et puis de temps en temps, ils font de la SSTV. Donc, pour vous aider, pour commencer, et puis apprendre à écouter, le plus simple, c'est de commencer avec ISS, avec du FSK. C'est le plus simple. Donc là, elle émet en FM bande étroite, donc la bande passante de 10 kHz. Donc je vous ai mis des logiciels, donc il y en a tout un paquet. Donc après, il y a du BPSK. Donc le BPSK, c'est ceux qui étaient là quand on a fait la démonstration du CubeSat, vous a fait entendre ce que c'était. Donc là, c'est en USB. Donc après, il y a du GFSK, du GFSK, du GMSSK. Donc ceux-là, c'est ce qui est utilisé actuellement par les CubeSat russes, les RS. Donc là, il vous faut, il y a sous modem, c'est un spécial, et puis SAT décodeur. Et puis, il y a aussi du Geoscan. Donc là, sur les petits satellites russes, ils ont des caméras haute définition. Et puis, généralement, le week-end, ils le mettent en route. Donc, ça prend une photo et ça numérise la photo et ça l'envoie en numérique. Je vous ferai des démos tout à l'heure. Après, il y a maintenant, il y a un paquet de CubeSat qui sont envoyés et qui émettent en LoRa. Alors,
ces satellites-là, ils ne sont pas, enfin, il y a ceux-là et d'autres aussi, qui ne sont pas coordonnés par l'IARU. Donc, les LoRa, c'est sûr eux, ils émettent dans la bande des 400 mégas au début, enfin de 400 à 402 mégas. Bah moi, j'ai pas d'antenne 860. J'écoute que le 400 mégas. Donc là, j'ai un petit module LoRa, donc je vous en reparlerai après. Après, il y a donc le DUV, c'est Data Under the Voice. Donc ça, c'est du FSK à bas débit, hein, c'est du 200 baux. Hein, voilà. Et puis en C double, bah oui, j'ai les oreilles de Jules. Hein, bah ouais. Jules. Voilà. Donc j'enregistre le passage et après je l'envoie à Jules. Si, bah, mais il est de l'autre côté, il n'entend pas. Et puis donc il décode et il me renvoie. Il me renvoie le truc parce que avec l'effet Doppler, bon, c'est du 300 Hz. Il y a les logiciels, ils n'y arrivent pas à décoder. C'est trop compliqué. Ouais. Et moi, je suis pas assez fort. Bon, donc, je vais vous les faire écouter. Donc, donc vous verrez, il y a un logiciel de décodage qui s'appelle SatDecoder. C'est pour les CubeSat russes. Donc, c'est avec ça que je le décode. Donc, je vous ai mis ça, mais je l'ai mis comme ça, mais c'est pas très bon. Donc, il y a la particularité des CubeSat LoRa. Donc, tu dis qu'ils émettent aussi dans la bande de... Oui. Oui, voilà. Donc, ils émettent, ces petits CubeSat LoRa, ils émettent au tout début de la bande des 400 mégas, donc de 400 à 402. Donc, ils utilisent le mode LoRa qui est long range. Hein. Donc, c'est du chirp spectrum. Donc, en fait, ils émettent beaucoup de données hein, sur une large bande en même temps. Alors, la modulation LoRa, donc, il y a des logiciels qui le décodent. Hein. Par exemple, SDR Angel, il le décode. Moi, j'ai un petit TTGO, hein, un petit module TTGO. J'ai encore l'antenne X-Bitter. Et puis, j'ai fait un préampli sur 400 mégas. Et mon record, pour l'instant, c'est 2300 km. Et il avait, donc c'est un CubeSat iranien. Donc, et il a 500 milliwatts. Et je l'ai décodé à 2300 km. Oui, oui. Voilà. Alors là, c'est tout simple, il n'y a rien à faire. Donc, je vais faire un. Je ne sais pas si ça marche. Ah oui, oui. Donc, voilà. Donc, voilà, on voit ma console. Non, 3007 km. Alors maintenant, maintenant, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, j'enregistre les passages donc, en IEQ. C'est-à-dire que c'est je mets une bande passante réduite, donc à peu près 1 méga, et j'enregistre le passage en IEQ. Donc, pourquoi j'enregistre en IEQ alors que ça fait un gros fichier, mais au moins, je peux le rejouer. Donc, avec SDR++, on peut rejouer
le passage. C'est le dernier couteau qui dans le Non, non, c'est le logiciel. Ouais. Donc, puisque même avec une clé SDR ordinaire, hein, tu peux enregistrer en. Donc, eux, c'est ce qu'ils appellent l'enregistrement baseband. Donc, les premières fois, bah, on rate un peu parce qu'en fait, on a du mal à centrer correctement la réception. Entre la fréquence qui vous est donnée et la fréquence de réception, c'est différent. Il y a toujours un petit décalage. Donc, ce que je mets en patience et persévérance, hein, il faut souvent plusieurs passages pour réussir. Donc, il y a le logiciel sous le modem, c'est le logiciel qu'il faut utiliser en permanence pour tous les trucs. Donc, il y a un logiciel sous le modem pratiquement par satellite. Donc, bon, par exemple, là, quand je fais le matin, bah, il y a des satellites en AFSK, après il y en a des en GMSK, après il y en a qui font de la SST. Bah, à chaque fois, il faut jongler entre tous ces logiciels-là. Donc, sous le modem, donc lui, il va décoder et après, il va envoyer les données sur des ports de votre PC. Donc, il y a deux ports. Et donc, quand vous allez, il faut toujours démarrer sous le modem en premier le logiciel de décodage en rond. Et après, quand vous éteignez, il faut toujours déconnecter le logiciel de décodage et puis après le fermer sous le modem. Donc là, pour ce qui est la partie présentation que j'avais à faire avec sur les slides, elle est terminée. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche.